Bon bah salut. Oui, bonjour. C'est déjà pas mal. Donc Dimitri, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Tu es trésorier du Fab Lab, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je suis pas trésorier, je suis Fab Manager. Ah, Voilà. Donc, d'accord, je je suis reste le salarié du Fab Lab, donc de la fabrique d'objets, qui est le Fab Lab de Bron-Lyon. On est une association. On existe depuis 2012 et on est les premiers à être sur la métropole. Voilà. Donc, je m'occupe, moi, en tant que Fab Manager, je suis le salarié de l'association. Je suis celui qui coûte des sous, en fait. Voilà. Il faut bien, hein? Ah oui, voilà, faut bien. Faut bien, faut bien. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est un Fab Lab? Alors, un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique. Donc, ça, c'est la définition de base. C'est un concept qui vient des États-Unis. Et l'adage des Fab Labs, entre guillemets, c'est learn, make, share. Donc, apprendre, fabriquer, partager. L'idée étant, donc l'origine du truc, hein, ça vient du MIT. Et à l'origine, donc Neil Gershenfield, qui a créé ça, il s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce que ça ferait de mettre plein de machines. Donc au MIT, ils ont les moyens, donc ils ont mis des machines qui peuvent fabriquer du nanomètre au mètre. C'est-à-dire vraiment, il y avait des imprimantes 3D, des fraiseuses, enfin toutes les machines numériques qui, on va dire, qui permettent de faire du prototypage. Et l'idée, donc il avait créé un cours qui s'appelait Comment fabriquer presque tout et n'importe quoi. Et le but, c'était, il lâchait les étudiants là-dedans et il disait, ben, allez-y, je ne vais pas vous donner des cours, c'est de l'entraide, et essayez de construire des choses nouvelles à partir de ces outils, qui d'habitude, ces outils étaient plutôt réservés à des professionnels, dans un cadre de production, etc. D'accord. Voilà. Donc après, bon, je ne vais pas faire tout l'historique, mais grosso modo, l'idée est partie de là parce qu'il s'est rendu compte que les étudiants venaient à 3 heures du matin fabriquer des trucs. Ça marchait super bien. Ouais. Donc par exemple, à l'époque, ce qui avait été créé, c'était une outre-acry. Alors l'outre-acry, c'est un concept assez particulier. On est bien énervé au bureau, on a envie de lâcher la pression, on crie dans l'outre, elle enregistre le son et après on peut relâcher le cri à l'extérieur. Voilà, donc ça c'était C'est bien. voilà, c'était le genre de truc qui était fabriqué là-bas. Après, il y a d'autres choses qui ont été faites plus utiles, etc. Notamment le tout premier Fab Lab qui s'est monté, parce que ça c'était vraiment un cours. Le tout premier Fab Lab qui s'est monté, c'était en Inde. Et là, le principe c'était vraiment d'aller dans un coin où il y avait euh, enfin, il y avait quasiment rien, et l'idée c'était de fabriquer avec les matériaux qu'il y avait sur place, Ouais. de quoi irriguer, faire pousser des plantes, etc. Donc à partir de là, le concept a pris, ça a complètement échappé en fait au MIT, ils ont créé la Fab Foundation, ils ont fait une charte des Fab Labs, et du coup, à travers le monde, donc on a maintenant plus de 1000 Fab Labs qui sont montés à travers le D'accord. monde. Et tout le monde suit la charte qu'ont créée les États-Unis? Théoriquement, oui. D'accord. Alors après, il n'y a pas d'obligation légale, de choses comme ça. Ça dépend les pays, en fait. La Ouais. marque est déposée dans certains pays, pas dans d'autres. Enfin, c'est un D'accord. peu... Ça dépend de la législation. En France, c'est assez libre, donc on a eu une explosion des Fab Labs et on est le deuxième pays à avoir le plus de Fab Labs. C'est vrai? Ah, Ouais, ouais, ouais. d'accord. Il y a les États-Unis, mais si on prend en proportion par rapport au nombre, enfin, le nombre de Fab Labs par habitant, je pense qu'en France, on est quand même pas super bien placé. Donc en France, on va dire qu'il y a à peu près une centaine de labs actifs qui tournent bien dans toutes les grandes villes. Et donc, nous, concrètement, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on y fait? On a donc des machines, donc découpe laser, imprimante 3D, on n'a pas de fraiseuse, parce qu'on n'a pas la place. Mhm. On a aussi de l'électronique, donc de ce qu'on appelle les Arduino, des choses comme ça. Peut-être que je reviendrai dessus après. Et donc, le principe, c'est que les gens viennent pour utiliser le matériel. On pourrait faire l'analogie avec une salle de sport un peu, quoi. C'est-à-dire, D'accord. voilà, on prend son abonnement, on vient et on Exactement, l'utilise. d'accord. Sauf qu'on essaye vraiment de pas, justement, de sortir. Enfin, la salle de sport, en général, on y va, on fait son truc, on parle à personne. Ensuite, on repart, on vit avec des potes et voilà, et puis c'est tout. Alors que nous, on essaye de sortir de ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'être un tiers-lieu, d'avoir vraiment en fait une communauté, de l'entraide, que les gens ils se filent des coups de main, etc. Le but c'est de faire par soi-même. C'est-à-dire que on fait pas faire dans un Fab Lab, on vient pas en disant ouais j'ai une idée, est-ce que quelqu'un peut me le faire? C'est j'ai une idée, j'ai pas forcément les compétences, mais je suis prêt à apprendre. Donc du coup, les gens viennent, on donne des cours de 3D, de 2D, etc., Wow. pour qu'ils puissent apprendre à faire par eux-mêmes. Et ceux qui savent déjà faire, eh ben, ils peuvent directement avoir accès à ce qu'on appelle des temps libres, c'est-à-dire des temps où, là, vous venez, il y a du monde sur la machine, ben, vous attendez, c'est l'occasion de découvrir un peu ce que les autres y font. Il n'y a pas de monde, ben, vous passez à la machine et vous découpez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez la machine. D'accord. Mais est-ce qu'il faut, il faut déjà quand même avoir un projet ou pas du tout quand vous venez dans Non, un... pas nécessairement. Franchement, on essaye vraiment, nous, d'être ouverts à tous. On est vraiment le seul lab pour l'instant sur la ville, sur la métropole, à vraiment essayer d'être ouvert un maximum, le moins cher possible.
Parce que le but du Fab Lab, vraiment, au fond, quoi, c'est, on dit souvent, nous, on essaye d'être un espace sans enjeu, dans le sens où on a certains espaces où on peut louer des machines, mais ça coûte très cher. Alors du coup, forcément, il n'y a que des gens qui viennent avec un projet précis, avec des financements, etc. Et ils veulent des résultats immédiats, etc. Machin. Nous, ce qu'on essaye, c'est que les gens ils prennent confiance en eux. Donc il faut créer un espace où l'enjeu financier, etc., n'est pas vraiment très fort, le moins fort possible, pour que les gens ils prennent confiance en eux et ils se mettent à fabriquer, à bidouiller, à inventer, à machin. Et donc après, on voit progressivement, on a des gens, par exemple, on a quelqu'un qui faisait qui est fan des Warhammer, là, les figurines du jeu de plateau, et il fabrique ses décors. Et en fait, il s'est rendu compte, au bout d'un moment, que ces décors étaient mieux foutus que certains décors qui étaient vendus, notamment quelqu'un qui a fait sur Kickstarter, donc le financement participatif, qui a fait des décors, etc. Et il s'est rendu compte que lui, il faisait du travail de meilleure qualité. Donc en fait, il s'est dit, mais je pourrais peut-être faire un truc, quoi. Je pourrais peut-être moi aussi me lancer. Donc il y réfléchit. Et voilà. Et ça, cette personne-là, si on aurait dit direct, ouais, vous êtes en mode projet, vous êtes en mode, vous montez votre boîte, etc., etc., il aurait pris peur et serait pas venu, en fait. Ouais. Donc le but, c'est vraiment... et puis après, on a des retraités qui, eux, veulent pas entendre parler de projets. En fait, ils en ont eu toute leur vie. Eux, ils viennent pour kiffer. Ils viennent... Alors, on a de tout. On a des gens qui fabriquent des... Il y a quelqu'un qui faisait des holsters donc pour mettre les armes Oui, d'accord. en cuir. Donc lui, il travaille le cuir. Il travaillait le cuir à l'époque et du coup, il est très très bon là-dedans. Par exemple, c'est lui qui a trouvé une technique pour faire du plaquage. Il arrive à faire du plaqué or à la découpe laser. Donc il nous a montré comment faire. Donc en général, les retraités, par exemple, ils adorent aider les jeunes. Voilà, donc un étudiant qui a un projet, par exemple un projet d'architecture, un projet de fin d'année, des lycéens qui ont des TPE, on a vraiment tout qui passe. Et du coup, ils viennent, ils disent voilà, moi j'ai besoin de faire ci et ça. Nous on dit ok, pas de souci, surtout qu'on est assez sympa, c'est-à-dire que des fois on file un coup de main vite fait, on leur imprime une pièce pour leur projet si c'est juste ça, voilà, etc. Donc on essaye de voir au cas par cas. Voilà. Donc moi, mon rôle en tant que Fab Manager dans tout ça, c'est de fluidifier en fait. C'est-à-dire de permettre aux gens... on dit souvent qu'on est une communauté numérique réincarnée. Donc en fait, le principe, c'est... Dans les forums, par exemple, on sait que les compétences, c'est les gens qui font partie de la communauté numérique, plus que les administrateurs, on va dire. C'est-à-dire que dans un forum, par exemple, les administrateurs, ils sont bien calés, mais souvent, on va trouver des gens plus compétents dans certains domaines qui font partie de la communauté. Et donc, moi, je fais ça, mais en physique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donnerait une communauté numérique physiquement, quoi. Donc, on essaye de faire ça avec le Fab Lab, et la logique de ça, c'est quoi? C'est de se dire, moi, j'ai peut-être pas toutes les compétences, je suis assez polyvalent dans tout. Un Fab Manager, c'est un peu la personne ultra polyvalente, en fait, qui sait faire plein de trucs. Le méga couteau suisse. C'est-à-dire, je suis spécialiste en galère. On me dit, tiens, cette machine, je ne sais pas du tout ce que c'est, je vais apprendre comment ça marche et tout. Et donc, mon but, moi, c'est, par exemple, si on a quelqu'un, comment dire, dans le Fab Lab, je vais avoir, moi, je sais faire de l'électronique, mais il y a forcément quelqu'un qui sait faire 10 fois mieux l'électronique que moi. Je sais faire de la 3D, mais je vais croiser quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans la modélisation 3D et qui est 10 fois plus avancé que moi. Moi, mon but, c'est que si j'ai quelqu'un qui vient, qui connaît rien en électronique, il va aller parler directement avec le barbu électronicien, il va rien piger. Il va être paumé, etc. Donc en fait, mon rôle, moi, ça va être de lui mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire, je vais faire un cours où je vais lui faire apprendre le minimum du vocabulaire, le minimum en électronique, en programmation. Il saura faire quelques petits trucs en sortant. Et après, il va être autonome pour, d'une part, aller sur Internet et trouver de l'aide. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte quand on apprend sur Internet tout seul, c'est que c'est le début, on galère le plus longtemps possible, on met 4 heures à trouver un problème qui est tout con si on parlait 2 minutes avec quelqu'un qui sait faire. Donc moi, je leur mets le pied à l'étrier, ensuite ils sont autonomes pour aller chercher s'auto-former sur Internet, ou venir au Fab Lab et croiser quelqu'un d'autre qui, lui, maîtrise bien le truc, et pouvoir au moins dialoguer avec lui, avoir le même vocabulaire, voilà, pas être paumé quoi, devant quelqu'un qui dit « Ouais, mais en fait, tu fais ci, tu fais ça, c'est simple. » Ah bon, voilà. Donc en fait, c'est un peu de la vulgarisation, c'est un peu... Il faut fluidifier tout ça,
Parce que justement, la communauté, à partir du moment où on la prend, enfin on prend pas les gens pour des cons, quoi. C'est-à-dire qu'on les fait pas travailler gratuit pour des trucs, voilà. On va essayer, comment dire, les gens en fait, ça leur plaît quoi, d'aider les autres, de filer des coups de main, etc. Et donc d'eux-mêmes après, ils viennent, voilà, aider quoi. D'accord, ok. Donc c'est ça. Des fois, ça marche assez bien. Des fois, on a moins de monde. Des fois, on a beaucoup de monde. Enfin, bon, ça varie assez. Et moi, mon boulot, c'est voilà, de faire que les gens se rencontrent, que ça se passe bien, quoi. D'accord, ok. Voilà. C'est un gros travail. C'est un gros boulot. Ouais. Ouais. Et du coup, tu parlais de vulgarisation qui fait partie de tout ton travail. Est-ce que tu fais un peu sur ta chaîne YouTube pour le coup? C'est ça. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ma chaîne YouTube, oui. Bah, il faut. C'est intéressant. Donc, ça s'appelle Monsieur Bidouille. Le concept, justement, je suis parti un peu de ce constat-là. Et je me suis rendu compte que sur Internet, enfin, sur YouTube, on a beaucoup de tutos. Donc Oui. ça, c'est bien. Voilà, moi, Tant mieux. j'ai regardé une tonne de tutos sur le net. On a pas mal d'expériences. Je pense par exemple à, je sais pas, Experiment Boy, Nozman ou des gens comme ça qui font pas mal d'expériences ou alors qui fabriquent des petits trucs, etc., etc. Et ils rattachent souvent ça à comment dire, à la science. Et Ouais. je me suis rendu compte qu'il y avait peu de vulgarisateurs techniques. C'est-à-dire, Ouais, voilà, vulgariser la technique. Après la science, il y a l'application. Mm. Et donc, comment vulgariser ça, comment parler, par exemple, de comment fonctionne une machine, etc. Et voilà, donc du coup, sur ma chaîne, j'ai deux questionnements principaux. Mhm. D'une part, c'est faire découvrir aux gens la fabrication numérique, les Fab Labs, les imprimantes 3D, des choses comme ça. Et d'autre part, me poser des questions sur tout ce qui est autour du do-it-yourself, des makers, donc c'est les gens qui utilisent ces machines, et on va dire c'est les bricoleurs du 21e siècle, quoi. D'accord. Ceux qui qui font des automates, etc., et qui utilisent des imprimantes 3D. Et donc je me questionne aussi autour de tout ce qui est des makers, etc. En fait, à l'époque, je m'étais inspiré de la chaîne, enfin de Usul et de 3615 Usul. Ah oui? Ouais, parce que je me disais, voilà, en fait, 3615 Usul, il parle du jeu vidéo, mais il parle aussi autour du jeu vidéo, ce qu'il y a, quoi. Ouais. Les gens, les relations sociales qu'il y a entre certaines personnes, les tendances, etc. Et moi, je me disais, il faudrait faire pareil pour les makers. C'est-à-dire, il faudrait se poser la question du maker, etc. Donc, par exemple, là, sur ma dernière vidéo, je parle de la transition énergétique. Oh. Et du coup, bon, là, je suis rentré, voilà, j'ai pris le rapport de l'ADEME, enfin bref, je me pose la question de comment alimenter le pays avec que des énergies renouvelables. Et à la fin, j'essaye toujours de rattacher ça au monde des makers en me disant, ben voilà, chez les makers, il se fait déjà ci, il se fait déjà ça. L'autoproduction, ça existe. Il y en a qui fabriquent leurs panneaux solaires, qui Oui. font leurs installations. Et du coup, j'aime bien rattacher. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose dans son coin, je prends un exemple, par exemple, il y a un truc qui s'appelle Citoyen Capteur. C'est une association qui fabrique des capteurs de pollution, D'accord. de radioactivité, etc. Et leur but, c'est, tu fabriques ton capteur chez toi, tu le branches dans ta maison, et du coup, ça crée un réseau de capteurs comme ça, un peu autonome. Ah oui, Et d'accord. du coup, on peut mesurer le taux de particules, etc. Et bien ça, c'est très intéressant parce que ça se rattache à des enjeux de société plus larges. Oui. Donc, moi, j'essaye de faire la connexion. Voilà, donc il y a les deux, quoi. Il y a le côté vulgarisation assez basique, où bon, voilà, j'ai dit 3D, ça marche comme ça. Et il y a le côté vraiment rattacher ça à la société, parce que bon, j'ai un parcours un peu de socio. Oui. Donc, du coup, je peux pas m'empêcher de caler de la sociologie là-dedans, quoi. D'accord. Non, mais c'est bien. Ah, c'est super en tout cas. C'est une super chaîne. Donc c'est Monsieur Bidouille, c'est ça? Ouais, Monsieur Bien redire Bidouille, le nom, ouais. c'est important. Ok, d'accord. Est-ce que tu es content d'être là aujourd'hui? Ouais, super. Ça fait déjà la troisième fois, je crois, que je viens. Bon, avec le Fab Lab, on vient. Bon, c'est pour le laboratoire post-éco. Puis en plus, il y a les copains, on se connaît tous là. Donc, Bonne communauté. voilà, donc c'est l'occasion aussi de se croiser, etc. Parce que il y a certaines assos, je les connais que sur des événements. Je suis tellement pris avec le Fab Lab ou ma chaîne que j'ai pas le temps de me déplacer ailleurs. Donc c'est l'occasion de se voir aussi, de boire un coup, de discuter, fabriquer des trucs. Ouais, puis c'est un bon projet, le labo post-éco en plus. Ouais, ça Sympa. se passe bien. Ouais. D'accord. Et enfin, c'est une question que je vais te poser, que je pose à tous les invités.
Qu'est-ce que tu penses du thème des intergalactiques, qui est la politique, du coup, cette année? Qu'est-ce que ça t'inspire et par rapport à ton milieu, justement? La politique, oulala. Eh ouais. Je crois Tu que tout peux le monde dire ce va que dire tu veux. oulala. Tu peux dire ce que tu veux. C'est nous qui décidons après si on coupe ou pas, parce que ça dépend de l'assaut Oui, aussi. alors moi je trouve que Marine Le Pen elle a raison. Non, je déconne. Donc du coup, ouais, ben après moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me rattache beaucoup. Alors parce que justement les labs sont quand même pas mal au milieu de on va dire, c'est à la mode politiquement en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aux dernières élections municipales, il y avait quasiment tous les arrondissements qui proposaient un Fab Lab dans leur programme. Bon, ça a pas marché, ou alors ça a été des trucs du genre oui, mais alors il faut que ça tienne dans un placard. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Donc du coup, ouais, il y a pas mal d'engouement autour de ça, parce que justement, comme je disais, la notion de Fab Lab en fait est assez floue, Ouais. et du coup, il y a plusieurs types de labs qui se configurent à l'heure actuelle. Il y a des labs qui sont très orientés start-up, etc. Ah oui. Et il y a des labs qui sont plutôt comme nous, on essaye plutôt d'être ouvert au maximum de gens, des pros comme des pas pros, pour justement ouvrir des possibles. Ouais. Et les labs de start-up, c'est une autre manière de penser aussi. Voilà, ils sont pas du tout sur les mêmes modèles économiques, sur la même logique. Oui, Voilà. c'est plus Même si commercial en fait. on se connaît et puis on se renvoie la balle, enfin, on n'est pas là pour Oui. se tirer dessus à boulet rouge, ça sert à rien. Mais c'est vrai que nous, on est pas mal au centre de l'actualité, et c'est bien parce que ça permet d'avoir de la visibilité, et du coup, bah, ça permet d'entrer de l'argent, s'il faut bien vivre. Mm. Mais aussi, ça me fait un peu peur parce que les récupérations sont vite faites, quoi. C'est-à-dire que on a très vite fait d'édulcorer ça, de mettre ça dans une boîte, et de se retrouver en fait avec toujours le même discours en face de nous quand on va voir un élu. C'est-à-dire, il croit connaître le concept, donc du coup il nous dit oui, mais alors, machin. Et nous, soit on est obligé de rentrer dans les critères, alors que c'est pas ce vraiment à quoi on adhère, Ouais. soit il faut faire la pédagogie, machin, et c'est compliqué, quoi. D'accord. Voilà. Donc après, c'est vrai que enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, beaucoup de choses à dire. Mais après, enfin, par rapport aux thématiques, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont politiques, mais au sens noble du terme, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, je parlais de la transition énergétique, le fait de faire le choix, par exemple, de produire soi-même son énergie, le fait aussi de faire des capteurs, de travailler sur le recyclage et de recycler un maximum de choses. Il y a des choix qui sont profondément politiques derrière, et qui se rattachent en fait à des questions qui sont assez profondes. Notamment, une des questions dans les makers qui, moi j'ai envie de travailler, c'est la question de l'autonomie, par exemple. La question d'être autonome, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et en fait, on se rend compte qu'on creuse, qu'il y a plein de choses. Ça va des gens qui considèrent qu'être autonome, c'est aussi avoir une autonomie de pensée, donc une autonomie politique, d'être capable de construire sa propre pensée, et aussi d'expérimenter des choses, Ouais. puisqu'on est autonome et qu'on arrive à se détacher des impératifs que la société nous impose. Sur certains aspects, il ne s'agit pas d'être complètement isolé. Et puis ça va donc de ça jusqu'aux survivalistes, quoi. Ah oui. C'est-à-dire les mecs qui disent ouais, la fin du monde est proche, il faut se mettre dans un bunker et être autonome. Et c'est très intéressant parce que du coup on voit qu'il y a des dimensions complètement opposées qui se rentrent en collision. Il y en a qui essayent de concilier les deux, il y en a qui voient des choses différentes, etc. Et donc moi j'adore ce concept je soulève comme ça un petit coin de truc, et là je découvre en fait qu'il y a un univers monstrueux derrière, énorme, avec plein de tenants, d'aboutissants, etc. C'est cool. Et ça j'adore ça, moi c'est un truc, j'adore creuser. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et bon, c'est un peu flou ce que je dis, mais bon, je sais pas trop. C'est très bien. Voilà. Moi, ça. Si moi j'ai compris, tout le monde a compris. Ok, bah c'est super, merci d'avoir Voilà. répondu aux questions en tout cas parce que c'était hyper intéressant et puis je pense que beaucoup de gens vont être contents d'avoir ces informations là aussi, je pense. Ouais, ben après, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer au Fab Lab, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, et puis Oui, on a bien compris que c'était très ouvert sur tout le monde et que ouais, n'importe on qui essaye pouvait y d'être aller. ouvert, voilà, d'avoir un maximum de jours d'ouverture, en tout cas, pour que les Ouais. gens ils puissent venir, quoi. Cool. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Pas de souci. C'était vraiment sympa, j'ai trouvé.